Alors, exercice 7, donc correction, déterminer une énergie de liaison. Et on vous parle donc de dihydrogène, qui est un combustible des piles à hydrogène. Il brûle au contact du dioxygène O2 selon la réaction d'équation comme ceci, donc c'est-à-dire du dihydrogène plus un demi d'une molécule de dioxygène, et ça nous donne donc de l'eau. C'est une réaction classique si on veut, hein, ça c'est pas forcément dans la pile à hydrogène. Vous prenez du dihydrogène et du dioxygène, ça vous forme de l'eau. C'est une réaction qui est explosive d'ailleurs. Alors si vous avez vu Seul sur Mars, par exemple à un moment il synthétise de l'eau comme ça, il a des réserves de dihydrogène, de dioxygène, et du coup il se met à fabriquer de l'eau comme ça. Première question, citer un autre combustible utilisé dans les transports. Bon bah c'est pas le dihydrogène qui actuellement fait tourner les voitures dans le monde, c'est quoi? C'est des carburants fossiles, donc l'essence et le gasoil, en très très grande majorité. Sachez donc qu'il y a des voitures à hydrogène, mais donc cette réaction libère de l'énergie, enfin c'est une réaction d'oxydation, et donc il va pouvoir produire de l'électricité et donc faire tourner un moteur électrique. L'avantage par rapport à la voiture électrique sur batterie, c'est que le dihydrogène, vous allez pouvoir stocker plus d'énergie dedans, dans un réservoir de dihydrogène. Donc du coup vous allez pouvoir augmenter l'autonomie de la voiture, qui est un problème des voitures électriques. Mais vous voyez ici c'est un gaz, alors déjà plusieurs problèmes, hein. C'est un gaz, donc qui dit gaz dit que si vous ne voulez pas vous trimballer avec une montgolfière à l'arrière de la voiture, il faut le comprimer, donc ça veut dire consommer de l'énergie. Qui dit gaz sous pression dit risque d'explosion, d'accord? Donc surtout que le dihydrogène est inflammable, donc comme ça c'est parfait. Ça c'est un point négatif, mais bon voilà c'est technique. L'autre point vraiment, c'est qu'en fait il n'y a pas de réservoir de dihydrogène, d'accord? Le pétrole, vous creusez un trou, dans certaines régions du monde vous avez du pétrole, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On creuse de plus en plus profondément et on va en avoir de moins en moins dans les années à venir, c'est sûr, mais il n'y a pas de réserve de dihydrogène, d'accord? Donc il faut produire ce dihydrogène avec autre chose. Actuellement ça se fait soit à partir de pétrole, donc du coup inutile, hein, en termes environnemental, soit à partir d'électrolyse de l'eau, donc vous prenez de l'eau et vous faites circuler un courant électrique dedans. Ça vous fabrique entre autres du dihydrogène que vous pouvez stocker et tout. Donc ça c'est une piste prometteuse. La question est toujours d'où vient l'électricité qui vous sert à fabriquer le dihydrogène. Si c'est pour faire tourner des centrales à charbon, ça ne sert à rien. Je rappelle que dans le monde, l'électricité est produite majoritairement à partir de charbon. Bon voilà, juste pour dire 2-3 petites choses par rapport au dihydrogène ici. On revient à notre sujet le plus proprement dit, c'est-à-dire donc question 2. À l'aide du diagramme, estimer la valeur de l'énergie de liaison OH dans l'eau. Donc c'est ça vraiment le cœur du sujet. Alors, on regarde le diagramme déjà. Qu'est-ce qu'on a vu? On l'a vu dans le cours ça déjà, hein. Vous allez avoir un état initial ici. Donc, vous voyez H2 plus 1,5 de O2. Ça c'est l'état initial. On va fournir de l'énergie au système, donc énergie sous forme thermique, c'est-à-dire qu'on va lui apporter de la chaleur. Ça va briser des liaisons. En l'occurrence, donc O2, ça va se briser, ça va devenir simplement de l'oxygène tout seul. Et H2, donc ça c'est dans un premier temps pour O2. Ici, dans un deuxième temps, H2 va devenir H tout seul. Donc 2H, deux atomes séparés. Une fois qu'on est à cet état-là, ils vont pouvoir redescendre à un niveau d'énergie inférieur, c'est-à-dire former de l'eau, H2O. Et quelles sont les énergies qu'on a là-dedans, hein? On a besoin donc de 248 kJ par mol pour casser O2 en O. On a besoin de 436 kJ pour casser le dihydrogène en H. Et par contre, entre l'état initial et l'état final, on a 242 kJ par mol de libéré, donc ça c'est l'énergie de combustion. Alors il faut faire attention à ce qu'on manipule, c'est-à-dire que faut bien écrire ce qu'on a écrit dans le cours avec l'énergie de combustion, à quoi elle est égale, etc. Donc on a quoi? Eh bien, on l'a vu dans le cours, hein, l'énergie de combustion, c'est-à-dire dans notre cas le moins 242 kJ, c'est égal à l'énergie qu'il faut fournir là pour casser les liaisons, moins 2 fois l'énergie de liaison de OH. Alors pourquoi? Parce que dans H2O, il y a 2 liaisons OH. D'accord? Donc ça, ce sont les liaisons que l'on va rompre, là, ce sont les liaisons que l'on est en train de former. Et du coup, on fait la différence entre les deux. Une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on extrait la partie qui nous intéresse. En l'occurrence, nous, on veut déterminer l'énergie de liaison de OH. Donc du coup, j'isole ce terme. Là, c'est des maths, hein. 2 fois l'énergie de liaison de OH. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je passe de l'autre côté, entre guillemets, celui-là, donc il devient positif. Ce terme-là, je le garde du côté là, donc ça ne change pas.
Et l'énergie de combustion, je la passe de l'autre côté, donc j'ai un terme qui devient ici négatif. Du coup, là c'était 2 fois cette énergie de liaison, donc je vais faire diviser par 2 de chaque côté, c'est-à-dire 1 demi de tout ça, vous voyez je l'ai mis en rouge, hein, c'est 1 demi de tout ça, d'accord. Et application numérique, hein, qu'est-ce que je fais? Donc c'est 1 demi de l'énergie de liaison de HH, si on regarde dans le poly, hein, c'est 436 kJ par mol. 1 demi de l'énergie de liaison de OO, eh bien c'est 248, et l'énergie de combustion, alors attention, c'est moins 242, donc là ça vous fait quelque chose de positif. Et du coup, l'énergie de liaison de OH est égale à 463 kJ par mol. C'est la même valeur que dans le cours, si vous regardez dans le cours que je viens de vous faire, eh bien vous avez l'énergie de liaison de OH qui est égale à 463 kJ par mol, donc c'est bon. Voilà pour cet exercice. Alors on passe au 12. Le 12, un petit peu plus compliqué quand même, hein, du moins surtout pour la dernière partie. Donc, le carburant E15, mélange d'essence et d'agroéthanol, limite la consommation d'énergie fossile. Alors là, je les trouve un peu... voilà, je vous ai donné l'exo, mais c'est quand même un peu rapide. Parmi les carburants, donc vous avez... je sais pas si... Bon, forcément, vous ne faites pas le plein de la voiture et tout ça, mais bon. Déjà, il y a une bonne partie du parc, surtout en France, qui est diesel. Du coup, ça rentre pas dans ce calcul-là. Le diesel, vous mettez du gasoil dedans et puis c'est tout. Alors, on peut aussi avoir des carburants d'origine végétale pour le diesel, mais pas en France. Très peu en tous les cas. Et donc l'autre partie du parc, donc c'est en gros 60-70% de diesel pour le reste en essence. Pour l'essence, vous pouvez mettre donc soit de l'essence, d'accord, qui vient aussi du pétrole, comme le diesel, soit vous pouvez mettre un petit peu dedans d'alcool. Vraiment, donc, de l'essence avec un peu d'alcool. Et la proportion d'alcool va être notée justement comme ça en Europe E15. Donc dans le carburant E15, eh bien, vous avez 15% d'éthanol. C'est d'ailleurs ce qu'on essaiera de trouver à la fin, si c'est vraiment égal à E15 ou pas, c'est-à-dire 15% d'éthanol, à la fin, ici, dans le carburant. En France, vous avez quoi? Vous regarderez sur les stations-service, hein, il y a écrit samplon 95, donc samplon 95 tout court, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'essence dedans, ou alors il y a écrit samplon 95 E10. Eh bien E10, ça veut dire que dans ce carburant, justement, vous avez jusqu'à 10% d'éthanol. Donc c'est vraiment de l'alcool pur, hein, qui est fait en France à partir des betteraves, surtout les betteraves donc dans le nord de la France. Et voilà, donc l'idée, quelle est l'idée de ce truc-là? En fait, la voiture va rejeter autant de CO2 au kilomètre en sortie de pot d'échappement, mais vu qu'il a fallu faire pousser la betterave, quand elle a poussé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 qu'elle a pris dans l'atmosphère, il est rejeté au moment de la combustion dans la voiture. En quoi c'est intéressant? Eh bien, la quantité de CO2 du coup reste constante dans l'atmosphère. Si on imagine que toutes les voitures se mettent à carburer avec de l'éthanol, petite précision, si jamais on fait ça en France, eh bien, il faut allouer entre 30 à 50% de la surface agricole, c'est-à-dire que du coup il n'y a plus de place ou beaucoup moins de place pour le blé, le maïs, etc. Donc vous voyez que tout cela n'est pas simple du tout. Eh bien, vous prélevez via les plantes que vous êtes en train de faire pousser du CO2 dans l'atmosphère, que vous rejetez ensuite lors de la circulation des voitures. Donc en fait, le cycle est fermé, le cycle est en boucle fermée, et donc il n'y a pas d'ajout supplémentaire de CO2 dans l'atmosphère, c'est ça qui est important. Au passage, c'est le cas pour nous. Si vous mangez que des choses locales, c'est-à-dire qui n'ont pas été transportées avec du pétrole, votre bilan carbone est nul, puisque ce que vous mangez, donc les plants, par exemple du maïs, du blé, etc., toutes ces plantes-là, ils ont absorbé du CO2 pendant leur croissance que vous rejetez quand vous expirez. Donc le bilan carbone pour ça est nul, d'accord? Le bilan carbone des hommes préhistoriques était nul, il n'y a pas d'ajout de CO2. Le problème des énergies fossiles, c'est que vous êtes en train de rajouter du CO2 dans l'atmosphère qui, depuis des millions d'années, était stocké sous terre. Et donc vous ajoutez en plus du CO2 dans l'atmosphère. Il est là le problème, d'accord? Donc en France, le samplon 95, du E10, et vous verrez, il y a aussi du E85, donc là il y a 85% d'éthanol dans le carburant. Attention, il ne faut pas mettre ça dans une voiture normale, il faut qu'elle soit adaptée, donc il faut la modifier pour qu'elle accepte ce carburant. Il y a des modifications non négligeables à faire. C'est ce qui se passe au Brésil, c'est-à-dire qu'eux ils font pousser donc de la canne à sucre, et leur parc roulant, l'immense majorité de leur parc roulant fonctionne à l'éthanol. Ils mettent un tout petit peu d'essence quand même dedans, mais l'immense majorité de leur parc fonctionne à l'éthanol. Voilà pour l'introduction, on passe donc maintenant un peu à l'exo. Alors, écrire l'équation de la réaction de combustion complète de l'éthanol.
Donc C2H6O plus 3O2 donne 2CO2 plus 3H2O. On l'a déjà fait plein de fois, voilà, je ne reviens pas là-dessus. Je vous l'ai simplement mis ici en formule développée pour qu'on puisse bien voir les liaisons qu'il va falloir casser et celles qu'il va falloir former. Question 2. Estimer l'énergie molaire de combustion de l'éthanol et en déduire le pouvoir calorifique de l'éthanol. Donc ça, c'est justement le but de la dernière partie du cours. Hein. Comment on estime l'énergie molaire de combustion? Alors c'est parti. Je vais mettre donc toutes les liaisons que je dois rompre d'un côté et toutes les liaisons que je dois former de l'autre. C'est parti, l'énergie de combustion, ça va être quoi? L'énergie de liaison de CC, celle-là il faut la casser. Plus l'énergie de liaison de CO, celle-là aussi il faut la casser. 5 énergies de liaison de CH, j'en ai bien 5, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 3 énergies de liaison de O2, là j'ai O2 et j'ai 3 molécules, d'accord? Plus l'énergie de liaison de OH, pourquoi? Hein, c'est celle qui est ici, OH. Voilà, j'ai mis là donc toutes les liaisons qu'il fallait rompre, moins du coup toutes les liaisons qu'il va falloir former. Alors, des liaisons CO, il va falloir en former combien? Il y en a 4. 1, 2, et j'ai 2 molécules de CO2. Et ici, combien de liaisons OH il va falloir former? Eh bien, 6. Pourquoi? Parce que j'ai H2O, là j'en ai 2, j'ai 2 liaisons OH par molécule d'eau. Il y a 3 molécules d'eau, donc ça fait bien 6. D'accord? Application numérique, donc vous faites le calcul avec les valeurs qui sont données dans l'exo, vous tombez sur moins 1238 kJ par mol. Ça c'est une valeur donc calculée, c'est une estimation, vous voyez, de ce que ça doit fournir à peu près comme énergie. Et si vous allez voir la valeur expérimentale, donc c'est-à-dire là vraiment, vous prenez de l'éthanol, vous le faites brûler, et vous trouvez moins 1366 kJ par mol, donc vous voyez qu'on n'est pas loin du tout de la valeur calculée. Donc maintenant le calcul du pouvoir calorifique, alors j'ai quoi comme relation? Eh bien je sais que Q c'est N fois l'énergie molaire de combustion et c'est égal à moins M fois le pouvoir calorifique. Simplement, hein, c'est pas si compliqué ce truc là, là je parle en molaire, d'accord, en énergie libérée par mol, là en énergie libérée par kilogramme. On met simplement un signe moins ici, puisqu'on a envie que le pouvoir calorifique soit positif. Du coup, pour trouver ce pouvoir calorifique PC, ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne petit n fois E compte divisé par moins m. Or, n c'est égal à petit n sur grand M. Donc du coup, petit n divisé par petit m, attention, hein, petit n divisé par petit m, ça me donne quoi? Eh bien, ça me donne 1 sur grand M. D'accord? Donc, je remplace, ça me donne 1 sur grand M. Et l'énergie molaire de combustion, c'est quoi? C'est moins 1238 kJ par mol, on l'a trouvé ici. Divisé par 46, alors attention là j'ai des grammes par mol, donc à la fin je vais me retrouver avec des kilojoules par gramme. Eh bien ça me donne le pouvoir calorifique de l'éthanol, 27 kJ par gramme, et on parle plutôt en kilojoules par kilogramme, donc du coup il faut multiplier par 10 puissance 3, c'est-à-dire que c'est égal à 27 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme. Voilà pour le pouvoir calorifique de l'éthanol. Question 3. Sachant que le pouvoir calorifique du carburant E15 est de 46 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme, calculez le pourcentage massique en éthanol dans le carburant. Alors, question difficile, hein. C'est quoi l'idée, quelle est l'idée ici? Eh bien, on vous dit, le E15, il libère 46 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme. Eh bien, on vous donne quoi dans les données? Le pouvoir calorifique de l'essence, 48 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme. On sait 100% d'éthanol combien ça libère d'énergie. On sait 100% d'essence combien ça libère d'énergie. Et bien du coup, vous prenez du E15, vous le faites brûler, ça libère 46 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme. Et bien vous allez pouvoir en déduire le pourcentage massique réel de l'éthanol dans le carburant. Comment on fait ça? Eh bien on va appeler P le pourcentage massique en éthanol dans E15, donc du coup en kilojoules par kilogramme, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien le pouvoir calorifique de E15, c'est le pouvoir calorifique de E100, c'est-à-dire 100% d'éthanol, fois du coup mon pourcentage massique en éthanol, plus le pouvoir calorifique de E0, c'est-à-dire pas du tout d'éthanol dans l'essence, c'est-à-dire en fait le pouvoir calorifique de l'essence pure. Quelle fraction d'essence pure j'ai? Eh bien 1 moins P. D'accord? Je prends un exemple, enfin plusieurs exemples. Si j'ai de l'essence pure en pourcentage, j'ai pas du tout d'éthanol. Donc ça vaut 0, d'accord? P vaut 0. Vous êtes d'accord? Si j'ai de l'essence pure, le pourcentage massique en éthanol, c'est bien 0. Donc j'ai P qui vaut 0. Si P vaut 0, ça me fait PCE0 fois 1. Ça veut dire que c'est bien le pouvoir calorifique de l'essence pure. Si j'ai 10% d'éthanol, là je vais avoir 0,1. Et là je vais avoir, du coup, 1 moins 0,1, ça me fait 0,9. J'aurai bien 90% d'essence pure.
si j'ai 10% d'éthanol dans mon mélange. Bon voilà, je pense que vous avez compris. Alors maintenant on remplace par les valeurs, je me place en kilojoules par kilogramme. On a vu que le pouvoir calorifique de l'E15 c'était 46 kJ par kilogramme, d'accord? On a vu que le pouvoir calorifique de l'éthanol, on vient juste de le calculer, donc si vraiment j'ai de l'éthanol pur que de l'alcool, c'est 27. Et dans les données, on vous dit que le pourcentage calorifique de l'essence, c'est 48 kJ par mol. Bon bah c'est une petite équation après à résoudre. Alors, 46 ça fait quoi? Ça fait 27 fois P plus 48, d'accord, je développe, hein, moins 48P. J'ai détaillé vraiment. Hein. 46 moins 48 ça fait moins 2. Et 27P moins 48P ça fait moins 21P. Du coup ça veut dire que P est égal à 10,5%. Donc dans ce mélange-là. Ça veut dire que dans le E15, visiblement, il n'y a que 10,5% d'éthanol. Quelques petites remarques là-dessus. Le E85 que vous avez dans le commerce, donc vous regarderez sur les stations essence, il y en a certaines, il y a écrit E85. Eh bien, le pourcentage, il change en fonction de l'année. Donc c'est écrit E85, mais en fait, en hiver, ça va plutôt être du E75, voire E65. Et en été, normalement du E85 à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait en hiver, l'éthanol ça brûle très mal. Si vous mettez vraiment que de l'éthanol, eh bien ça démarre pas, la voiture ne démarre pas tout simplement l'hiver, c'est quand même problématique. L'autre petite chose par rapport à cet éthanol, et je vous donne du coup un exercice à faire par rapport à ça pour la semaine prochaine, c'est que le pouvoir calorifique de l'éthanol, il est plus faible que celui de l'essence. Ça veut dire que, à quantité égale, l'essence libère plus d'énergie que l'éthanol. Deux conséquences, eh bien vous allez consommer plus avec l'éthanol. Donc si vous roulez à l'E85, vous allez consommer plutôt environ 10 litres au 100, d'accord, de carburant, alors qu'à l'essence, vous êtes plutôt à 7 litres au 100. Et donc vu que le volume de votre réservoir n'est pas extensible pour la voiture, eh bien vous avez une autonomie qui est diminuée par rapport à un modèle essence équivalent quand vous roulez à l'E85. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.